2025 a été extrêmement mouvementé et le moment est venu de faire un petit bilan que je vais vous partager. C'est devenu presque une tradition. Voilà quelques années que je vous fais un bilan de fin d'année et souvent c'est très regardé. Je vous partage les réussites et les échecs que j'ai pu connaître tout au long de cette année et également je vous partage les leçons que j'ai pu en tirer afin que vous puissiez aussi éventuellement vous prémunir de certaines erreurs que j'ai pu faire ou prendre des petits exemples, peut-être des choses qui vont vous inspirer, vous donner des petites idées. On est parti pour ce bilan 2025. Et je démarre avec la MDB Academy et une des toutes premières choses majeures qui se sont déroulées pour moi cette année, ça a été la publication du livre Devenir marchand de biens aux éditions Vuibert, que vous avez été très nombreux à aller acheter et vous avez été aussi très nombreux à m'envoyer des messages pour en saluer la qualité. Nous avons dépassé les 3000 exemplaires vendus selon mon éditeur, ce qui est vraiment énorme pour un livre de niche et honnêtement mon éditeur ne s'attendait pas à ce qu'on rencontre des résultats pareils. Donc si vous avez acheté le bouquin, je vous en remercie puisque vous avez participé à ce succès. Et j'espère qu'il vous a apporté énormément de valeur et si vous l'avez pas acheté et que l'activité vous marchand de biens vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous de la description de cette vidéo pour aller le chercher. En tout cas, merci à tous. Sachez qu'en France, la plupart des auteurs ne dépassent pas les quelques centaines de bouquins et qu'à partir de 5000 exemplaires vendus, un livre est considéré comme un best-seller. Donc on se dirige tout droit vers ce chiffre-là en 2026 et encore une fois, je vous remercie de votre confiance parce que c'est grâce à vous que nous avons atteint des résultats pareils et c'est extrêmement gratifiant. À la MDB Academy, nous avons également tourné une nouvelle formation sur la rénovation énergétique des bâtiments. Je suis convaincu que c'est un domaine d'avenir pour les marchands de biens. Il y a à peu près 5 millions de passoires énergétiques en France et clairement, que ce soit les investisseurs ou les particuliers, ne sont pas nécessairement armés pour aller réaliser des opérations de rénovation de cette ampleur. Et donc, c'est pas non plus les promoteurs qui vont y aller, puisque les promoteurs, eux, ils font plutôt du neuf. Et donc, qui est-ce qui va s'en charger? Les marchands de biens. Et vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, moi, j'ai pas toujours été très favorable aux travaux de rénovation. Faire des travaux, se galérer pendant 2-3 mois, refaire un appartement pour gagner 10 000 balles de plus, nous, ça nous intéresse pas au stade où on en est. Alors moi, j'essaie toujours de réaliser des opérations dans lesquelles on n'est pas obligé de faire les travaux, on peut revendre l'état. Ce qui était possible il y a quelques années ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. La vente en plateau peut être difficile, la vente de passoires thermiques est très difficile, les gens ont de plus en plus peur de réaliser des travaux, et les marchands de biens ne sont pas toujours armés pour aller réaliser des opérations d'envergure en termes de rénovation énergétique. Et j'ai constaté, alors je l'ai constaté sur moi-même et sur les opérations de beaucoup d'autres marchands, souvent on va dépenser de l'argent dans des postes qui ne rapportent pas grand-chose d'un point de vue du DPE. On se fatigue un peu, on s'appauvrit en fait à aller réaliser des travaux qui n'améliorent pas tellement la situation. Moi j'avoue que je n'étais pas du tout un expert dans ce domaine et donc ce que je suis allé faire c'est que je suis allé recruter une équipe d'une dizaine d'experts dans leur activité, vraiment des pointures qui ont pour certains des dizaines d'années d'expérience dans la rénovation énergétique des bâtiments et j'ai mis en place cette formation sur laquelle on a des super retours et qui apporte énormément de valeur, y compris pour des personnes qui sont marchands de biens, qui sont en activité immobilière depuis de nombreuses années. Donc là, je suis content parce que c'est aussi la première formation que je n'ai pas dispensée moi-même. Je suis la personne qui drive un petit peu les interviews, mais je ne délivre quasiment aucun contenu et je laisse la place à plein d'experts. J'ai également été invité dans 2 podcasts majeurs autour des finances et de l'immobilier en France, que sont Les Investisseurs 4.0. Hello Yoni, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être là après avoir écouté plein d'épisodes. Et La Martingale de Mathieu Stéphanie. Salut Yoni, ça va? Salut Mathieu, ça va super, je suis ravi d'être ici. Et ben moi aussi. 2 podcasts qui ont donné énormément de visibilité à la MDB Academy, au livre, etc. Donc là aussi, merci à Paco et à Mathieu de m'avoir invité dans ces épisodes, 2 personnes très sympas et bien capées que j'apprécie bien. C'était très intéressant et ça a amené beaucoup de visibilité et de notoriété. On a eu des enjeux en interne dont vous n'avez peut-être pas connaissance et notamment autour de la communication. Bon, alors vous le savez peut-être, sur la partie YouTube, on était déjà très présent et ça fonctionnait bien, mais sur la partie Facebook, Insta, LinkedIn et autres, et sur la production de contenu court, on était assez faible. Tout simplement parce que YouTube, c'est moi qui le gérais un peu de manière partielle avec, j'ai quand même 2 vidéastes qui bossent sur notre production de contenu. Mais YouTube, voilà, c'est moi, je me pose, je mets ma caméra, je tourne la vidéo, très bien. Derrière, faire du contenu court pour Facebook, pour Instagram, tout ça, je vous cache pas que ça me cassait la tête. C'est pas le truc qui m'intéresse, c'est pas le truc qui me passionne énormément et donc je l'ai laissé de côté. Pendant longtemps, on a essayé de recruter, on a essayé de déléguer cette partie, mais ça ne s'est pas très bien passé. On n'a pas toujours trouvé les bons prestataires, on n'a pas toujours très bien su rédiger un cahier des charges clair pour que les personnes
personne puisse s'en saisir, et pendant longtemps ça a pataugé. Et l'année dernière, on a enfin trouvé, donc elle est vraiment rentrée dans le vif du sujet cette année, Roman, que je salue au passage, qui est notre community manager et qui gère maintenant tous les réseaux sociaux, toute la production de contenu. Et si vous nous voyez partout, tout le temps, sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, sur YouTube, et en contenu court et en contenu long, eh ben c'est une bonne chose puisque c'est le résultat souhaité. Et c'est entre autres le bon travail de Roman. Donc merci Roman. Et ça c'est une grande avancée pour la MDB Academy, puisque moi j'ai été longtemps frustré parce que je voyais beaucoup de personnes, de concurrents ou pas de concurrents, de gens qui font globalement pas grand chose en immobilier, voire qui font rien, et qu'on voit partout tout le temps. Et on a l'impression qu'ils font des tonnes de trucs, alors que ça fait des années qu'ils font plus d'opérations de marchand, ça fait des années qu'ils font plus d'investissements locatifs, voire même ils n'en ont jamais fait pour certains. Et par contre, on a l'impression que c'est des cadors qui sortent des opérations incroyables tous les 4 matins. Et moi j'étais frustré, je me dis putain, quand même, nous on fait plein de choses et on le voit à peine. Maintenant vous nous voyez plus, et c'est une très bonne chose. Nous avons également structuré énormément en interne notre pôle marketing et vente, où là on s'est beaucoup cherché pendant longtemps sur notre stratégie marketing et notre stratégie de vente. Donc moi j'ai pas de gens qui sont à Dubaï, qui sont je sais pas où et qui bossent on sait pas trop comment. Toutes mes équipes sont en France, ce sont des personnes qui pour la plupart font aussi de l'immobilier, que ce soit dans le locatif, dans le marchand de biens, et font ça en plus en parallèle de leur activité immobilière. On a réussi à bien structurer cette partie-là et on a eu des résultats et des retombées en termes économiques qui sont très très satisfaisants. Donc là c'était aussi en fait la partie com et la partie vente, c'était 2 gros challenges à la MDB Academy que nous avons réussi à bien structurer, à bien solutionner. Donc là aussi je remercie la team vente de la MDB Academy pour le bon travail que vous avez réalisé. J'ai aussi lancé un podcast, la MDB Academy, le podcast spécial marchand de biens. Vous êtes peut-être en train justement d'écouter ce bilan de fin d'année via le podcast. On le met et sur YouTube et en podcast. Ça a été une décision mûrement réfléchie. Ça faisait longtemps que plein de gens me demandaient de faire un podcast spécial marchand de biens, et j'ai longtemps hésité parce que je voulais pas m'éparpiller, parce que j'avais pas forcément trop envie de ça. Et cette année j'ai eu envie de lancer un médium dans lequel j'ai envie de m'exprimer vraiment sur des sujets de fond et de prendre le temps d'aborder avec vous des sujets. Alors contrairement au contenu court qu'on peut voir sur Insta ou autre, qui peut avoir un côté divertissant, qui peut avoir un côté un peu instructif parfois, mais on est quand même sur du contenu très court, donc en 1 minute ou moins c'est quand même difficile d'apporter des sujets de fond. Et j'avais à cœur de développer un médium supplémentaire dans lequel j'allais pouvoir traiter des sujets de fond liés à l'immobilier, liés au mindset, liés à l'activité, surtout de marchand de biens. Donc si vous l'avez pas encore découvert, elle s'appelle la MDB Academy, super original le titre, et vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast, vous pourrez le trouver. MDB Academy, n'hésitez pas à vous y abonner. Vous le savez peut-être, j'ai aussi mis au point 2 solutions de financement. J'ai créé 2 sociétés autour du financement des opérations de marchand de biens. La première, c'est Nemera, qui est une société de courtage dans laquelle je suis associé avec Mélanie, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne YouTube. Et donc ça, c'est une société qui a bien marché dès le début. Alors j'avoue que j'attendais des résultats plus importants, mais on a quand même des résultats qui sont très encourageants, et surtout on a réussi à trouver des solutions là où d'autres avaient échoué. Donc je suis vraiment satisfait de la tournure que ça prend. Je remercie Mélanie, si tu regardes cette vidéo ou t'écoutes cet épisode, merci pour le bon travail. Et tout de même, je tiens à préciser que là-dessus, on a eu un gros travail de tri de dossiers, puisque la plupart des dossiers qu'on nous a envoyés, en fait, étaient difficilement finançables. Alors ça, autour du financement, on entend tout plein de choses, des gens qui disent « ouais, on peut pas se faire financer, etc. » Moi, je vous dis, avec les solutions de financement qui existent, dès que vous avez une opération de marchand de biens rentable, vous pouvez clairement la faire financer. La seule question qui se pose, c'est combien est-ce que l'argent va vous coûter, globalement, qui est pas une question négligeable. Mais tout de même, on peut se faire financer. Et ce que j'ai pu constater au travers de tous les dossiers qu'on nous a envoyés via Nemera, c'est que la plupart des dossiers, s'ils sont pas finançables, c'est tout simplement parce qu'ils sont pas assez bons. Ils sont pas assez rentables, ou alors ils sont mal fichus, ils sont mal ficelés, ils sont mal présentés aux mauvais interlocuteurs, au mauvais moment. Il n'y a rien qui va. Et c'est là aussi où je me rends compte quand même de l'importance des formations, puisque dans les questionnaires de candidature, entre guillemets, quand je demande aux gens de me présenter un petit peu leur opération, je leur demande aussi s'ils ont suivi une formation. Et je vois une énorme différence entre les personnes qui ont suivi une formation de la MDB Academy et les gens qui n'en ont pas suivi ou qui ont suivi des formations en carton. Donc c'est là, là on voit une grosse différence, mais surtout je vois qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont tout simplement pas assez bons, et c'est pour ça que les personnes peinent à se faire financer. D'ailleurs, au sujet du financement des marchands de biens et du courtage et de la solution qu'on peut vous apporter, je ferai une série de vidéos en début d'année 2026, une série de vidéos et une série d'épisodes de podcast, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà le cas, et aussi à vous abonner au podcast sur la plateforme
via laquelle vous écoutez. Comme ça, vous serez tenu au courant de la sortie de ce contenu. J'ai également mis en place une solution de financement dans laquelle je prends des participations dans des opérations de marchand. Cette solution, je la priorise d'abord pour les membres de MDB 360, notre programme d'accompagnement, parce que je veux que les personnes qui nous ont fait confiance sur l'accompagnement puissent trouver des solutions de financement et des portes de sortie pour leurs opérations. Mais en deuxième lieu, on ouvre aussi aux autres marchands de biens. Alors la deuxième priorité, c'est les gens qui ont fait nos formations, et la troisième priorité, c'est tout le reste. Là-dessus, j'ai énormément d'investisseurs qui m'ont accordé leur confiance et qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord pour prêter 50, 100, 200, 300 000 euros parfois à des personnes qui ont suivi la MDB Academy, et ça, c'est une énorme reconnaissance. Donc toutes les personnes qui m'ont écrit en disant qu'elles étaient partantes pour investir, déjà, je vous remercie, parce que c'est une énorme preuve de confiance. C'est pour moi la récompense d'un travail de longues années dans lesquelles j'ai essayé de faire vraiment des choses sérieusement, honnêtement, et là aussi vous me le rendez bien, et donc je vous remercie. Et je répète, encore une fois, avec ces deux solutions, Nemera et Antares, je peux réaliser qu'il n'y a pas de problème de financement. Il y a zéro problème de financement des opérations de marchand de biens, il y a juste un problème d'opération qui ne soit pas assez rentable. Donc je le répéterai jamais assez, si vous avez une opération rentable, le financement viendra. Donc votre job en tant que marchand de biens, c'est d'aller trouver les opérations rentables et pas de vous poser 50 000 questions sur le financement, la fiscalité ou autre avant même d'avoir trouvé un simple dossier. Donc ces deux sociétés, c'est plutôt positif, je suis très content, on a bien structuré. Merci aussi à Rémi pour l'accompagnement qu'il m'a apporté sur la partie Antares. Tout ça se promet à un très bel avenir. Alors on peut se demander, mais où est-ce que tout ça va se diriger? Si vous avez suivi nos programmes, vous savez que souvent j'insiste sur l'importance de la vision. Avoir une vision de long terme et se fixer des objectifs qui vont permettre d'aller accomplir cette vision, d'aller la concrétiser. Et là, en ce qui me concerne, je suis arrivé un petit peu à un carrefour dans ma vie. J'ai écrit une vision il y a quelques temps, il y a 5 ans, 7 ans, je me suis dit, tiens, je voudrais arriver à tel endroit, je voudrais que ma vie ressemble à ça. Et cette vision, c'est peu ou prou concrétisée. Sauf que là, je suis arrivé à un carrefour dans lequel je me dis, ok, où est-ce que tout ça se dirige? Et j'ai réalisé que ce qui me manquait, c'était une nouvelle vision. Donc je suis en train d'y travailler, ça va être ma mission là des derniers jours de 2025 et des premiers jours de 2026. Après avoir fait tous ces bilans, c'est d'aller écrire la vision pour les 5 ans, les 10 ans qui viennent, et aller fixer les objectifs en conséquence. Et d'ailleurs, j'organise un webinaire le 13 janvier à 19h dans lequel on va bosser ensemble sur les objectifs de 2026. Donc si vous voulez faire de 2026 votre meilleure année, venez à cet atelier. Ça va pas être du bullshit, du machin, du mindset, de la loi de l'univers, la loi de l'attraction ou je sais pas quoi. Ça va être vraiment une méthodologie assez claire que je me suis appliquée et qui m'a permis d'atteindre les résultats que j'ai atteints cette année. Donc je vous recommande très chaleureusement de venir puisqu'il va y avoir une énorme valeur ajoutée à ce live, je répète, le 13 janvier à 19h. J'ai aussi créé un side business, une entreprise qui s'appelle Aristea, qui est un organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, et c'est normal parce que j'ai pas du tout communiqué dessus. Là, c'est encore une fois un organisme de formation qui était destiné aux élus locaux, donc les maires, les adjoints, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, etc. Donc j'ai reçu l'agrément du ministère de l'Intérieur pour pouvoir former les élus, puisqu'il faut un agrément du ministère de l'Intérieur. Et jusqu'à présent, je vous passe les détails, mais globalement, cette entreprise est un flop généralisé, un flop total. On s'est fait prendre en tenaille dans les méandres de l'administration française. On s'est fait sauter notre compte du truc de la Caisse des dépôts. Bref, on n'avait rien fait de mal, mais juste pour des histoires administratives. Donc ça fait 1 an et quelques qu'on est prêt à bosser, qu'on a les agréments, qu'on a les formations, et c'est un flop total. Et j'en suis pour un peu plus de 30 000 balles de ma poche, plus des centaines d'heures de travail investies là-dedans. Et c'est pas grave, parce que c'est le jeu. Je me dis, s'il faut fermer cette entreprise et se dire, j'essuie 30 000 ou 40 000 euros de pertes, et puis j'aurais bossé pour rien, je me dis, c'est pas grave, j'aurais tenté, je prendrai les leçons qu'il y a à apprendre et puis je passerai à autre chose, c'est pas très grave. De manière générale, j'ai mis en place aussi, quelles que soient les entreprises, énormément de procédures qui m'aident à mieux gérer ma vie. Puisque comme vous pouvez le constater, il se passe pas mal de choses, et j'ai pas fini encore, donc il se passe pas mal de choses dans ma vie pro et perso également. Comme je suis une personne qui se laisse vite submerger par la charge mentale et ce genre de choses, là il y a plein de trucs qui arrivent de tous les sens, plein de sollicitations, énormément de décisions à prendre. Si je n'avais pas eu un bon système en place, j'aurais explosé en vol. Et c'est ce que j'ai un petit peu expérimenté, que ce soit en 2020, quand on a une forte période de croissance, ou aussi en 2023. Énormément de charge mentale, énormément d'anxiété, donc voilà, après des problèmes de sommeil, des problèmes de santé. Et donc là, j'ai mis en place un système avec Gab, encore une fois, que je remercie une fois de plus. J'ai tout mis sur le logiciel Notion, que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller le connaître. C'est un logiciel de gestion de projet, en gros, et de travail collaboratif. Moi, je l'utilise maintenant pour tout gérer. Quand je vous dis tout, il y a tout dedans.
C'est-à-dire tout ce que je dois faire pour la MDB Academy, tout ce que je dois faire pour les autres boîtes, tout ce que je dois faire en immobilier, toutes mes to-do list perso, le script pour cette vidéo, parce que je me suis quand même fait des petits bullet points pour cette vidéo, ma liste de cadeaux de Noël, tout est dedans. Ce qui me permet de plus avoir des post-it dans tous les sens, des trucs qui traînent et me demander « Ah tiens, il faut que je pense à faire ci, il faut que je pense à faire ça. » Il faut que je pense à... C'est une phrase que j'ai rayée de mon lexique. Ça n'existe plus et je vous invite à en faire de même parce que ça apporte énormément de quiétude et énormément d'énergie en plus. Parce que dès qu'il y a un truc à penser, vous dites « Attends, je le note. » Et là, bim, on le note. Et il n'y a plus besoin de s'en souvenir, c'est noté quelque part. Et là, vous n'êtes pas en train de vous dire, est-ce que je l'ai noté sur un post-it? Est-ce que je l'ai pris sur mes notes sur mon téléphone? Non. Tout est au même endroit. Bien sûr, c'est sur le cloud, donc c'est accessible depuis votre ordi, c'est accessible depuis votre téléphone. Et donc, c'est vraiment royal. Ça m'apporte beaucoup de sérénité. Et ça me permet aussi d'aller m'engager dans plus de projets et de faire rentrer plus de collaborateurs sur les projets. D'ailleurs, je vais me former à cet outil. Donc, j'en connais les rudiments. J'ai fait des petites formations de base, mais je viens juste d'acheter une formation pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans cet outil. Et je me mets comme objectif chaque année d'aller suivre des formations. C'est non seulement quelque chose que je vous incite à faire, c'est un conseil que je m'applique à moi-même. Donc je pense qu'il faut toujours essayer de progresser en tant que personne, dans son mindset, en tant que professionnel dans ses compétences techniques et aussi dans tout ce qu'on peut aller chercher. Donc cette année, je me suis aussi fait coacher sur la prise de parole en public et là, je vais faire cette formation sur le logiciel Notion parce qu'il faut toujours essayer de progresser et voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. On va maintenant passer au domaine personnel. Et là, j'ai fait pas mal de choses en 2025, je suis assez content. Sachez que je me mets aussi des objectifs perso d'aller faire tel truc. J'ai fait déjà pas mal d'événements musicaux. J'ai fait 2 festivals. Alors moi j'aime les musiques qui secouent un petit peu, donc j'ai fait 2 festivals de trance. Un en Hollande qui était au bord de mer, bord de plage avec du monde, des gros DJ. Régalade, vraiment très cool. C'était super. Et si voilà, il y a des musiques que vous aimez, je vous recommande très chaleureusement d'aller dans des concerts, d'aller dans des festivals parce que au niveau énergie, c'est vraiment quelque chose qui nourrit énormément. J'ai fait aussi un festival qui s'appelle le Hadra, qui est le plus gros festival de trance en France et qui est aussi très cool. Et là aussi, ça remue. Alors, je suis revenu un petit peu lessivé. C'est pas des festivals qui sont de tout repos. Hein. Physiquement, c'était assez éprouvant, mais en tout cas, très cool. Et j'ai fait aussi pas mal de festivals, pas mal de concerts de métal. Alors si vous l'ignorez, moi je suis plutôt un métalleux de base, donc j'ai vu cette année vraiment des très bons concerts avec notamment Iron Maiden, j'ai vu Slipknot, j'ai vu Gojira et d'autres que je ne cite pas, mais qui sont pas moins bons. Ça a été la régalade, beaucoup de pogo, beaucoup de crowdsurfing. Bref, on s'est régalé sur les événements musicaux cette année. Aussi, je suis allé découvrir l'Albanie. Alors c'était pas du tout dans mes projets. J'avais complètement prévu autre chose. Et là, j'ai un pote qui m'a dit « Ah bah tiens, je veux partir faire un trek une semaine, je pense aller en Albanie, est-ce que tu veux venir et tout ?» C'est un pote que je vois assez rarement. Donc je me dis « Bah oui, allez, on va le faire. » Et il me dit « Par contre, je te préviens, c'est un trek qui est un peu difficile. Il est classé comme très difficile. » Je dis ouais mais ça va, j'ai une condition physique qui est pas mauvaise et donc il m'envoie le PDF, il me dit attends je vais t'envoyer quand même le PDF du truc et là je regarde le truc et je vois qu'en fait il y a plus de 1000 mètres de dénivelé positif chaque jour pendant 6 jours d'affilée. J'ai une condition physique qui est correcte mais quand même je me suis dit là c'est costaud. Sur des montagnes qui sont à la frontière entre l'Albanie et le Kosovo. Jamais de ma vie j'aurais pensé aller là-bas s'il ne me l'avait pas proposé. Donc je me dis allez go, on s'en fout. On se motive et c'était très chouette. C'était vraiment très beau. J'y suis allé à l'automne et j'ai eu la chance en plus de découvrir cette région qui est très montagneuse avec les couleurs d'automne qui étaient super belles. Et également, j'ai eu droit à un très bon accueil, que ce soit en Albanie ou au Kosovo. Les gens étaient très accueillants et c'est super sympa et je m'attendais pas du tout à ça. Donc, Albanie et Kosovo, on recommande très chaleureusement. Je suis aussi allé en Suisse. Alors là, c'est 2 salles, 2 ambiances, dans la mesure où la Suisse, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus propre, mais il y a aussi des montagnes, aussi plein de montagnes. C'était pas forcément mon souhait d'aller là-bas, c'était plus ma partenaire qui voulait aller en Suisse, mais j'ai dit, allez, on allait faire pas mal de rando là-bas. Alors c'est très beau si vous aimez les montagnes, si vous aimez les lacs et si vous aimez les vaches, parce qu'il y a des vaches de partout. Maintenant, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Bon, les montagnes sont très belles. Là, franchement, il faut pas... Il n'y a pas à discuter. Par contre, pas grand-chose de très spécial par rapport aux montagnes qu'on a en France, par rapport aux Alpes françaises. Donc de ce côté-là, je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Suisse où vous allez vous faire dégommer au niveau des prix, que ce soit les hôtels, les restos, bref, tout coûte
pas loin de 2 fois plus cher qu'en France. Et au niveau des restos, souvent, on n'a pas une qualité qui est multipliée par 2, elle est même plutôt divisée par 2. Donc je me pose la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller en Suisse si vous voulez juste faire de la rando dans les montagnes. Alors c'était très beau quand même, c'était intéressant à découvrir, mais si c'est juste pour faire de la rando, pourquoi pas d'abord aller découvrir tout ce qu'il y a dans les Alpes, il y a vraiment énormément à faire chez nous. J'ai aussi fait un petit week-end en famille à Budapest, et Budapest c'est une ville, c'est pas la première fois que j'y allais, mais c'est une ville qui est toujours très chouette à découvrir, et petit conseil, essayez de passer dans la mesure du possible, essayez de passer un petit peu de temps en famille, parce que c'est toujours des expériences particulières. J'ai aussi découvert pas mal de régions de France. Chaque année, j'essaye de découvrir au moins une région de France, parce que j'estime qu'on va assez vite, assez facilement à l'étranger, mais on ne connaît pas assez ce qui se passe juste à côté de chez nous. Donc j'ai un objectif perso chaque année d'aller découvrir au moins une région de France, et cette année c'est chose faite. Alors je suis allé en Dordogne et en Corrèze. La Dordogne je connaissais déjà, la Corrèze beaucoup moins, voire pas du tout, et c'était super beau, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi fait un week-end dans la Loire, mais vraiment à 1 heure de chez moi. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'aller hyper loin pour faire un chouette week-end. C'était pas très loin de Montbrison, donc en plus il y avait le festival de la Fourme de Montbrison. Alors si vous connaissez pas la Fourme de Montbrison, c'est un peu comme la Fourme d'Ambert, c'est un peu plus doux, c'est très bon. Les gens là-bas ont été très sympas, les gens dans la Loire sont très accueillants, même quand on est lyonnais et qu'ils ont la mort parce qu'on les défonce au foot. Salut à mes amis stéphanois. Mais en tout cas, on a fait ce petit week-end qui est à 1 heure de la maison et qui était très sympa, qui me fait dire encore une fois que souvent, si on veut avoir des belles expériences, on peut aller les trouver juste à côté de chez nous. J'ai aussi fait un bout de GR en Bretagne. Alors je crois que c'était le GR34, je me rappelle déjà plus parce que j'ai fait ça au mois de mars, qui m'a été offert par l'équipe, par la team de la MDB Academy pour mon anniversaire de mes 40 ans. Alors c'était un truc un peu de bourgeois où on vous porte votre sac et en fait donc il te gère tout. T'as la réservation des hôtels, il t'amène à l'endroit où tu dois aller et puis il te porte ton sac en fait d'endroit en endroit. Ce qui veut dire que toi t'as que à porter ton pique-nique et puis ton eau toute la journée. Ce qui permet de pas se faire mal aux vertèbres. Et c'était chouette. Franchement, ça m'a rappelé, alors je connais plutôt pas mal la Bretagne, ça m'a rappelé à quel point c'est une belle région avec des habitants qui sont ultra accueillants, et on a plein d'élèves d'ailleurs de la MDB Academy qui sont en Bretagne. Et les amis, si c'est votre cas, je vous salue. Et puis comme d'hab en Bretagne, non seulement t'as des beaux paysages, les gens sont sympas, la bouffe, ça déboîte, donc la Bretagne, 10 sur 10. J'ai aussi fait un séjour de 2 semaines dans une abbaye. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, j'ai passé 2 semaines dans un monastère bénédictin qui est à proximité de Castres. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis pas croyant du tout, ni pratiquant, mais cette année, je m'étais dit que je voulais faire un woofing. Si vous ne savez pas ce que c'est un woofing, WWOOF, un woof c'est World Wide Opportunities on Organic Farms. C'est en gros une asso qui propose d'aller faire du travail dans des fermes, un truc un peu bio, machin. En général, c'est plutôt des trucs alternatifs, un peu hippie même souvent, où en gros tu vas bosser quelques heures par jour dans l'exploitation. Et à côté de ça, tu es nourri et logé, puis ça te laisse du temps dans la journée pour aller explorer les environs, etc. Et je m'étais dit que cette année, je voulais faire un truc comme ça. Et pendant longtemps, j'ai mis en favori comme ça tout plein de fermes dans lesquelles j'avais envie d'aller bosser. Et puis un jour, je me dis, allez, aujourd'hui, il faut quand même se décider. J'ai ouvert la page de Woof, et là, je suis tombé sur une abbaye. Abbaye bénédictine, et j'ai envoyé, je me suis dit ah ouais trop bien, j'ai envoyé un message et frère Bernard m'a répondu très très rapidement pour me dire tu es le bienvenu, tu peux venir quand tu veux, etc. Et donc j'y suis allé au mois d'août et j'ai passé 2 semaines là-bas. Alors ça a été une transition assez brutale parce qu'en plus je venais de faire un week-end super arrosé, etc., fiesta avec des amis, et je suis parti dans cette abbaye où là c'était du calme, un petit lit, une personne, un cadre au final assez spartiate. Mais j'ai été accueilli très chaleureusement par les moines, qui étaient vraiment sympas. J'ai fait là-bas toutes sortes de petites tâches. Alors j'ai nourri des poules, j'ai ramassé la merde aussi du poulailler, j'ai donné à boire à des brebis, j'ai ramassé des prunes, j'ai fait du petit jardinage, j'ai fait pas mal de jardinage, de choses comme ça. Ça m'a aussi laissé beaucoup de temps pour être au calme, pour lire. Alors j'ai pas une énorme connaissance religieuse, mais ça m'a intéressé d'aller lire un petit peu les évangiles, la règle de Saint Benoît. Je pense que ce sont des piliers importants de la culture du pays dans lequel nous vivons, et donc j'ai voulu aller accroître ma connaissance dans ce domaine-là. Ça a été une super expérience. Je prenais les repas avec les moines. La règle bénédictine veut que les repas soient pris en silence. Donc pendant les repas, on se taisait, on ne parlait pas. Il y a une bénédiction qui est prononcée avant le repas. Pendant le repas, donc on ne parle pas, et il y a un des frères qui lit
un ouvrage qui est un ouvrage souvent profane. Donc il fait une lecture, c'est un peu comme un podcast mais en live au final. Et donc il y avait plusieurs livres, il y avait la biographie du pape François, donc là c'est profane mais quand même pas non plus très éloigné de la religion. Et il y avait aussi la biographie de Pompidou quand j'y étais, donc là on est quand même vachement plus dans le profane. Donc c'est vraiment une expérience singulière, j'ai pu aller assister à des messes, enfin, voilà, c'était en gros c'était ouvert, on n'était obligé à rien, mais moi ça m'intéressait d'aller voir. Donc ça a été une très belle expérience et je remercie frère Bernard, si un jour il regarde cette vidéo et écoute le podcast, de m'avoir accueilli aussi chaleureusement. Et lorsque je suis parti de cette abbaye, j'en ai profité, donc de Castres à Lyon, il y a un petit bout de route quand même, et j'en ai profité, je me suis dit, je vais pas m'amuser à prendre l'autoroute ou quoi, enfin c'est nul. J'ai pris la nationale et je me suis arrêté dans plein de plus beaux villages de France et plein de petites régions comme ça très agréables. Alors si vous l'ignorez, remarquez, il n'y a aucune raison pour que vous le sachiez, je suis un très grand fan des plus beaux villages de France, et donc dès que j'en vois un, j'essaye absolument de m'arrêter. Donc là j'en ai fait pas mal dans le Tarn, dans l'Aveyron, en Ardèche, bref sur tout mon cheminement pour remonter à Lyon, et ce qui m'a fait encore une fois me rappeler que on a véritablement un des plus beaux pays du monde, si ça n'est le plus beau. Donc n'hésitez pas à aller l'explorer. Je suis également allé au Cameroun, donc là c'est aussi changement d'ambiance. Je suis allé passer un peu plus de 2 semaines au Cameroun, c'était je crois en mars ou en avril, puisque j'ai connu une personne qui gère là-bas une réserve, qui s'appelle Xavier, que je salue également au passage. Xavier a hérité entre guillemets de la gestion d'une réserve qui était avant une réserve de chasse que son grand-père avait acheté dans les années 70 et qu'il essaie maintenant de transformer en réserve, plutôt en projet de conservation des espèces animales locales qui sont menacées. Et j'ai voulu aller dans cette réserve. Donc Xavier reçoit des visiteurs, hein, donc si vous voulez on mettra les coordonnées si vous voulez aller faire la visite, je recommande chaleureusement parce que c'était une expérience vraiment puissante. Déjà, vous êtes dans un cadre ultra sauvage. Alors il y a quand même du confort. Les bungalows entre guillemets sont hyper confortables, mais à part ça, on est au milieu de la nature, et donc ça veut dire qu'il y a des singes qui sont au-dessus de vous, enfin la nuit qui gueulent et tout. Il y a un bruit pas possible. On est vraiment en plein milieu de la nature. Juste en dessous des bungalows, il y a une rivière avec des crocodiles, des hippopotames et tout. Donc on est vraiment en immersion. Ça a été une super expérience. J'ai pu voir plein d'animaux dans leur milieu naturel, contrairement à des pays comme la Tanzanie ou autre où c'est en fait des grandes plaines, et de toute façon les animaux ils sont habitués, vous prenez le 4x4 et vous êtes à côté, vous dites ah salut minou, vous pouvez les voir quoi. Là-bas c'est plus de la brousse, donc il y a des broussailles assez hautes, il y a des arbres, etc. et les animaux se cachent. Donc pour trouver un animal, il faut le mériter. Et donc souvent, il faut le pister et il faut aller le chercher, et c'est souvent au bout de 2, 3, 4 heures de marche qu'on finit par voir l'animal un petit peu de loin comme ça. Donc il y a un côté vraiment spécial quand on a cette rencontre avec l'animal. Ça permet aussi de voir, enfin c'est assez fou, le talent qu'ont les locaux pour pister des animaux. C'est-à-dire que bon, toi tu passes, tu vois du sable, lui il dit putain là il y a un lion qui est passé il y a 2 heures et ils étaient 3 et il y a une femelle avec. Et là, tu dis waouh, c'est quoi ce délire. Et le pire c'est que tout le temps, enfin souvent ils ont raison, puisqu'on finit par retrouver les animaux dont ils ont parlé un petit peu plus tard. Donc merci Xavier de m'avoir accueilli, c'était une très belle expérience. J'ai été par contre très malade à la fin du séjour, parce que j'ai fait une crise de paludisme, et j'ai été hospitalisé aux urgences au Cameroun, et j'ai failli clamser. J'étais vraiment pas très très loin d'y passer, et j'ai été très bien soigné. J'ai été très bien accueilli, les soignants étaient super, ils étaient super accueillants, super drôles, et puis ils ont vraiment pris soin de moi. En 48 heures, ils m'ont remis sur pied, ce qui est une chance, puisque j'ai entendu parler il y a quelques jours d'une personne que je connaissais par une autre personne qui est morte au Mozambique de cette même maladie. C'est une maladie qui fait 500 000 morts par an, donc c'est pas de la blague. Et je suis vraiment passé pas très loin. Ça m'a fait une sensation très bizarre lorsque je suis revenu en France, puisque en fait ça m'est arrivé à la fin du séjour, donc j'ai guéri puis je suis rentré. Je vais essayer de vous le retranscrire par des mots, mais globalement ce qui s'est passé, c'est que j'avais la sensation que j'aurais dû mourir, et que là j'appartenais plus vraiment au monde des vivants. Alors c'est assez perché comme histoire, mais en tout cas la manière dont je le présente, mais c'est la sensation que j'ai eue et que j'essaie de vous retransmettre. C'est-à-dire qu'en plus, le lendemain de mon arrivée, je suis allé direct faire un suivi de chantier, et je me rappelle marcher dans la rue, et j'avais l'impression de marcher dans la rue et d'être un espèce de fantôme qui n'était pas censé être en vie, que les gens ne remarquaient pas. Bref, c'était super curieux. Je vous partage ça, il n'y a pas de conclusion particulière. C'est une sensation, en tout cas, c'est un moment un peu fort que j'ai vécu dans l'année, qui rappelle qu'on n'est pas éternel et que la vie, elle peut se terminer comme ça. Donc s'il y a des projets, des choses que vous avez vraiment envie de faire, eh ben allez-y, foncez, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. J'ai aussi récemment fait une expérience de jeûne, un jeûne avec un accent circonflexe. Je me suis décidé à aller passer plusieurs jours sans bouffer.
Et quelle mouche m'a piqué? J'ai voulu le faire parce que j'ai un rapport à la bouffe qui est assez particulier et qui est pas toujours très sain. À savoir que j'ai toujours une peur, j'ai peur d'avoir faim. En gros, j'ai peur de manquer, j'ai peur d'avoir faim, et donc je vais avoir tendance ou à grignoter ou à me suralimenter pendant les repas, et donc à prendre du gras. Et j'ai aussi repéré un parallèle entre mon rapport à l'argent et le rapport à la bouffe. C'est-à-dire que dans l'argent, je peux avoir aussi cette peur du manque. Donc pareil, la peur d'avoir faim, et je peux avoir aussi cette tendance à avoir une boulimie de projet. C'est-à-dire faire toujours plus de projets, toujours plus d'investissements, toujours plus de création, toujours plus de développement, parce que derrière, il y a une peur sous-jacente de « on va venir tout me prendre, je vais tout perdre, etc. » Donc, il faut accumuler. Alors, je ne dis pas qu'il faut rien faire, etc., mais il faut construire, si vous voulez faire plein de projets, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça vienne d'un endroit qui soit plus sain, plutôt que d'une peur. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer d'aller attaquer ce sujet, et en général, quand il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est qu'il y a une opportunité de croissance. Donc demandez-vous, chez vous, qu'est-ce qui vous fait peur? Ça peut être la peur d'entreprendre, ça peut être la peur de prendre la parole en public. Dites-vous que si vous avez cette peur, eh bien allez la challenger puisqu'il y a une énorme récompense qui vous attend. C'est la réflexion que je me suis faite sur ce sujet. Je me suis dit, ok, t'as peur de ça, t'as peur d'avoir faim, donc vas-y, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir la dalle. Donc j'ai fait 6 jours de jeûne, approximativement entre 5 jours et demi. J'ai fait ça dans un centre aussi avec une naturopathe, tout ça. Et ben ça s'est bien passé. Et ça a été une super expérience. Ça a été une expérience vraiment, alors je sais pas si c'est une expérience transformatrice, mais je pense. En tout cas, c'est un moment dans lequel on prend une pause, on arrête de bouffer. Alors moi j'ai bu. Et c'est une expérience aussi de vide, puisque, alors je vous donne des détails un peu croustillants, mais on vous incite à aller faire une purge, parce qu'en fait, en gros, quand tu t'arrêtes de bouffer, ce qui se passe, c'est que tes intestins, ils s'arrêtent de fonctionner globalement, et après, tu vas rester avec du caca pas chouette pendant 5-6 jours dans tes intestins. Donc, en gros, tu fais une purge, donc là, tu te vides ta race, et après, t'es clean. Donc pendant 5-6 jours, tu as une sensation comme ça de légèreté puisque ton corps est vide de toute matière extérieure. Ça n'a pas été si dur que ça au final, donc il y a des moments où j'ai eu un peu la dalle. J'ai eu la très mauvaise idée le premier soir du jeûne de lire un livre de recettes, c'est pas ce qui m'a pris. Il y avait là-bas un livre sur, le régime sans sucre, tout ça, donc je l'ai lu et puis il y avait des recettes et j'ai salivé mais comme un bâtard en lisant toutes ces recettes qui n'étaient pas si ouf, mais bon, comme j'avais rien mangé, j'avais la dalle et au final ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai eu un peu faim par-ci par-là, mais globalement pas trop. Des moments de faiblesse, pas mal de nausées aussi, donc on m'a dit que les nausées c'était lié au nettoyage du foie, au processus du foie qui se nettoie. Et j'ai eu des moments avec du jus, des moments avec 0 jus. Ça s'est globalement bien passé. Le matin on faisait des petits mouvements de réveil, après on allait faire la petite promenade qui va bien. L'après-midi j'ai traîné, c'était un moment pour chiller. Alors je voulais complètement couper, mais ça n'a pas été possible parce que j'avais des chantiers en cours pour lesquels je savais qu'on allait venir me solliciter. Donc je savais que j'allais avoir un petit peu de prise de tête de ce côté-là. Mais très bonne expérience qui m'a fait aussi prendre confiance sur certains sujets, prendre confiance en moi sur certaines capacités et aussi adopter de meilleures habitudes, puisque c'est un peu comme quand on va faire un stage de dev perso, ce genre de choses. Ça booste, ça motive et ça recalibre un petit peu, ça fait un petit reset de l'esprit et du corps en l'occurrence pour pouvoir redémarrer propre. Donc c'était une très bonne expérience que je vais ritualiser. Je me suis dit que j'allais le faire au moins 2 fois par an parce que ça m'a vraiment fait du bien. Et je vous incite chaleureusement à aller tester le jeûne parce que c'est une expérience très particulière. On va maintenant parler immobilier puisqu'en 2025 l'immobilier a encore été très présent dans ma vie. Alors déjà j'ai vendu ma maison de campagne. Si vous l'ignorez, j'ai acheté, je crois que c'était en 2022, j'ai acheté une maison un peu plus d'une heure de Lyon. Je me suis dit je vais faire une maison de campagne. Quand je l'ai achetée, je savais un peu que c'était une connerie. Mais je pense que j'avais besoin de faire la connerie pour m'en rendre compte. Vous savez, c'est comme quand il y a marqué peinture fraîche sur un banc et que tu as besoin d'aller toucher pour voir, et puis après tu te retrouves comme un couillon avec de la peinture sur les doigts. Donc j'ai acheté cette maison de campagne, j'ai fait un chantier de rénovation, et puis je n'y allais quasiment jamais. Ce qui est fort dommage, puisqu'en plus il y avait des frais, j'avais pris un crédit, donc il y avait des intérêts qui étaient payés dessus, il y avait des taxes, il y avait des factures, et au final une maison qui n'est pas habitée finit par se dégrader, ce qui est très dommage pour une maison qui était entièrement rénovée. Donc j'ai fini par prendre la décision de m'en séparer, parce que je le vivais plus comme un poids, comme un boulet, et la personne qui l'a acheté a fait une super affaire.
Moi j'ai perdu un peu d'argent, alors pas trop, mais j'ai dû perdre entre 15 et 20 000 balles, je crois, plus ou moins, quelque chose comme ça. La maison s'est très bien vendue parce que dans le secteur il n'y avait pas de maison aussi bien rénovée, mais la personne qui l'a acheté a fait une bonne affaire. Et tant mieux pour elle. Moi j'ai perdu un petit peu, ça m'apprendra, c'était une leçon, mais au moins je me suis libéré d'un boulet. Et ça vous illustre vraiment le fait que pour beaucoup de personnes, les biens immobiliers peuvent se transformer en boulets. Des trucs qui font chier et des trucs dont ils veulent se débarrasser. Et c'était mon cas, là, je voulais m'en débarrasser, alors j'étais pas prêt non plus à me saigner aux 4 veines, puisque c'était pas si terrible, mais je voulais quand même aller, je me suis dit, allez, je veux la vendre. Et donc, la personne au final qui l'a acheté a fait un bon coup. J'ai aussi amorcé, alors ça c'est un projet que je traîne comme un boulet au pied depuis plusieurs années. J'avais amorcé à mon retour des États-Unis, donc imaginez comme ça remonte fin 2022. Je voulais acheter une nouvelle résidence principale à Lyon et j'avais trouvé une maison. Donc ça a été à l'époque, le retournement de marché, machin truc, ça a été compliqué pour obtenir le PC, ça a été compliqué pour obtenir le financement. J'ai fini par l'acheter au bout d'un an, donc début 2024. J'ai lancé le chantier au printemps 2024 et là ça a été un véritable désastre, puisque je me suis fait plus ou moins bananer par l'entreprise que j'avais sélectionnée, une entreprise tout corps d'État, pour faire les travaux. Donc là, je me suis vraiment fait avoir, j'ai perdu beaucoup de temps, énormément d'énergie, j'ai perdu pas mal d'argent. C'est un projet qui m'a plombé mon année 2024. Et en 2025, je me suis mis comme objectif de OK, on se ressaisit et on repart propre. Ce qui n'était pas évident parce que je me suis retrouvé avec un chantier abandonné en plein milieu. Le truc était un taudis. Il y en avait de partout. C'était un bordel, vous n'imaginez même pas. C'était l'enfer. La maison prenait à moitié l'eau. Ça commençait à se recouvrir de moisissures et tout. Chaque fois que j'allais dans ce chantier, ça me foutait le cafard pour toute la journée. Et je me suis dit que là, il fallait que je solde ce dossier. Donc là, à l'heure où je vous parle, le chantier, c'est terminé. Il y a 2-3 petits trucs de finition à finir et là, à l'heure qu'il est, il y a le paysagiste qui est en train de faire un petit peu d'aménager les extérieurs. Donc ça va être un gros poids que je vais m'enlever des épaules et cette maison, je vais tout simplement la vendre. Vu toutes les circonstances négatives qu'il y a eu autour de ce projet, globalement, j'ai vraiment aucune envie d'y vivre. Et par contre, j'ai voulu me trouver un nouveau projet. Donc là, j'ai trouvé un appartement que j'ai trouvé là aussi sur 2024. La négo a eu lieu sur la fin 2024 et je l'ai acheté en 2025. Et j'ai lancé le projet de rénovation en 2025. Vous l'avez peut-être vu passer, c'est un projet de rénovation d'appartement dans lequel je veux passer du DPE dégradé à un DPE très favorable B, voire A. J'ai fait des vidéos sur le sujet. C'est un appartement que j'ai choisi de garder pour moi, pour tout plein de raisons. Et il y aura une vidéo aussi qui sera faite à l'issue du chantier, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant. Là, c'est vraiment un projet super intéressant, puisque j'ai pour une des toutes premières fois, j'ai fait intervenir une entreprise qui fait et la conception et la maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre, c'est un confort incroyable, parce que quand tu as la consultation des entreprises, l'organisation des entreprises, le contact avec tous les sous-traitants, etc., c'est vraiment quelque chose de très confortable. Alors, ça ne nous exonère pas de faire le suivi. Clairement, il faut quand même être sur leur dos. Il faut quand même être sur le dos du maître d'œuvre. Il faut quand même vérifier que les choses soient faites et bien faites. C'est quand même vachement plus facile. Et maintenant, quand je m'engage dans des projets ou marchands ou d'investissement, je budgète toujours la maîtrise d'œuvre dans le prévisionnel, parce que maintenant je dis que c'est une chose dont je veux plus me passer. En tout cas, ça a été un projet un peu rebond après celui qui avait lamentablement échoué. Là, ça se passe beaucoup mieux et je devrais emménager fin 2026 si tout se passe bien. On emménage fin 2026 dans ce nouvel appartement. Et c'est la toute première fois aussi où je me suis autorisé à faire des dépenses un peu somptuaires pour moi-même. Vous l'avez peut-être déjà vécu, mais on a souvent tendance, quand on fait de l'IMO, quand on fait de l'investissement locatif ou du marchand, à aller beaucoup investir dans les projets des autres, à faire des super rénovations, à faire des super trucs, à bien équiper les apparts, à bien équiper les maisons, à décorer bien comme il faut. Et puis quand il s'agit de nous-mêmes, on se fait des trucs de merde et on y va à l'économie et on se néglige. Et je me suis dit que sur ce projet-là, j'allais pas me négliger et je n'allais pas le vivre comme un projet rentable. J'allais direct le vivre comme un projet immobilier qui allait être un projet plaisir dans lequel j'allais pas faire complètement n'importe quoi, mais m'autoriser des dérapages et m'autoriser quelques craquages. Alors je l'ai notamment fait sur les interrupteurs. Alors si vous savez pas, les interrupteurs, c'est des trucs sur lesquels vous pouvez aller chercher. Il y a des interrupteurs à 200 balles. Par exemple, si vous avez envie de vous faire un délire. Alors j'ai pas pris des interrupteurs à 200 balles, mais on s'en est quand même mis pour plus de 5000 balles d'interrupteurs dans l'appartement. Alors c'est un grand appart et moi j'ai mis beaucoup d'interrupteurs un peu partout, mais tout de même on s'est lâché sur les interrupteurs et sur d'autres trucs que je vous montrerai dans la vidéo
de visite de fin de ce projet. Nous sommes aussi enfin, je dis nous, c'est la MDB Academy, nous sommes devenus propriétaires de nos murs, de nos locaux et de notre futur centre de formation. Et ça, c'était un projet auquel je tenais depuis très longtemps. Un des objectifs que j'ai eu en tête lorsque j'ai créé la MDB Academy, je voulais créer un organisme de formation qui soit une référence dans les activités de marchand de biens et une référence aussi en tant qu'organisme de formation dans la qualité des programmes qu'il délivre. Et je voulais surtout pas être un YouTuber qui vend des vidéos. Je voulais pas être un mec qui vend des vidéos. Je voulais avoir un organisme de formation. Donc c'est aussi passé par toutes les certifications que nous sommes allés chercher depuis 2019. Mais aussi ça passait par le fait d'être propriétaire de nos propres locaux. Puisque depuis 2019, on organise des formations présentielles et plein de rencontres en présentiel aussi qu'on fait plutôt dans des hôtels. Et le problème, c'est que le niveau de service est très fluctuant. Qu'on a eu, quels que soient les hôtels, quel que soit le niveau, et on fait nos formations et nos réunions dans des hôtels qui sont de très haut niveau. On a toujours des déceptions. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours un truc qui fonctionne pas, et on n'est pas chez nous. Au final, on est à l'hôtel. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on amène notre matos, qu'on le ramène à chaque fois, et c'est plutôt pénible. Donc là, je me suis mis en recherche, dès que je suis revenu aussi de mon voyage aux États-Unis, je me suis mis en recherche de locaux. C'était pas évident, parce que je voulais un truc à Lyon, et je voulais de la surface. Et la surface à Lyon, ça coûte un peu cher. Donc j'ai voulu au début aller chercher à proximité des gares, mais clairement il y avait rien, il n'y avait pas de grande surface à des prix qui soient abordables, puisqu'on a environ des plateaux à proximité de la gare de la Part-Dieu qui sont autour de 5 000 €. Donc derrière il faut aller mettre tous les travaux de finition et tout, c'était juste pas envisageable. Donc je me suis mis en recherche d'un truc tout pourri, comme j'aime, et j'ai trouvé un entrepôt avec une grande partie entrepôt et une partie bureau, dans laquelle on va faire notre centre de formation, et derrière il va y avoir des bureaux qu'on va parfois utiliser pour nos besoins, mais qui seront surtout loués ou à la journée ou à la semaine. Et le centre de formation, quand il n'hébergera pas nos formations, il sera loué à des organisations tierces. Parce que là aussi, j'ai identifié qu'il y avait une problématique. Il y a une pénurie de salles de formation, de salles de réunion qui soient qualitatives et qui soient proposées à des tarifs qui soient convenables. Et à chaque fois, c'est des trucs tristounes qui sont décorés je sais pas comment, bref, c'est moche, quoi, ça donne pas envie d'y aller. Comme pour la formation marchand de biens, si moi j'ai eu le problème et que moi ça me manque, ça doit manquer à d'autres personnes. Et effectivement, depuis que j'en parle à des professionnels qui organisent des formations, ils me disent « Ah ouais, clairement, on paye super cher et puis les salles qu'on trouve, c'est de la merde. » Donc là, je suis devenu propriétaire de ce local au mois de octobre ou début novembre 2025. Le chantier a démarré. Aujourd'hui même, il termine un travail de désamiantage. Dans la foulée, il y a la démol qui va démarrer et on espère avoir une inauguration sur le dernier trimestre de 2026. Donc on vous en parlera et je vais faire aussi des vidéos de suite chantier. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo qui est dans les tuyaux de notre programmation YouTube de visite de ce truc, donc suivez bien nos actus sur YouTube pour pouvoir voir cette visite de chantier. C'est clairement le chantier le plus technique et le plus complexe dans lequel je me sois engagé, et là aussi je me suis dit fort de la débâcle que j'avais connue sur le projet de maison dont je vous ai parlé, je me suis dit oulala, mais sur ce projet-là, il faut véritablement que je m'entoure de professionnels ultra compétents qui vont m'aider à transformer ce projet en quelque chose de positif. Et là-dessus, je me suis fait accompagner par Alexandre Tripier, que je salue au passage, qui a une agence d'architecture d'intérieur, qui est aussi intervenant dans la formation rénovation énergétique des bâtiments et qui, sur ce projet, fait un super boulot de planification, d'accompagnement, et j'en suis ravi. Et là-dessus, c'est vraiment de l'argent très très bien investi que d'aller bosser avec des professionnels de confiance. Parlons maintenant de la partie marchand de biens. Alors sur la partie marchand, j'ai pas mal levé le pied. Pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, fin 2024, j'ai arrêté de bosser avec mon frère, donc nous nous sommes dissociés et chacun est parti de son côté. Donc lui, il a pas mal accéléré sur la partie marchand et moi j'ai plutôt ralenti parce que j'avais toutes ces entreprises dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Ceci étant dit, je voulais pas arrêter. Je trouve ça intéressant. Je continue de savoir que ça rapporte vraiment pas mal. Et en plus, je voulais continuer d'avoir ce contact avec le terrain et continuer à faire des opérations de marchand. Donc, je me suis vite mis en prospection. J'ai activé un petit peu les contacts et j'ai trouvé assez rapidement 2 opérations. Et il y en a une qui a complètement foiré. Alors, foiré parce que je suis allé trop vite en besogne. Et clairement, là, j'ai identifié que j'avais un besoin de me prouver à moi-même, de prouver au monde que j'étais capable d'aller vite trouver des OP, vite les faire par moi-même et que j'avais besoin de personne. Résultat des courses, je me suis positionné trop rapidement sur une opération.
J'ai signé la promesse, et puis en cours de route, je me suis dit merde, j'ai fait une connerie. Et si j'avais été un marchand de biens moins aguerri, j'aurais persévéré dans la connerie. Et je m'en serais peut-être sorti pas trop mal, parce que le dossier tournait, hein. Clairement, le dossier tournait, donc j'avais pas fait n'importe quoi non plus, mais il y avait beaucoup de signaux faibles, et je me suis dit, s'il y a un seul truc qui foire, je vais me faire démolir, je vais me faire démonter, et ça va vraiment se transformer en un projet cauchemar. D'autant que, et ça c'était un signe avant-coureur qui aurait dû me dire, vraiment n'y va pas, le jour où je suis allé visiter, j'ai vu sur l'immeuble à vendre, j'ai vu un panneau de permis de construire qui avait été obtenu par le même archi que celui que j'avais fait intervenir sur mon projet de maison qui s'était mal passé, et ça avait été une des pires relations, c'était trop de la merde ce qu'il avait fait, ça avait été mais catastrophique, donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'ai pas écouté les signaux faibles, je me suis engagé dans cette opération, et au bout d'un moment je me suis dit merde, j'aurais peut-être pas dû, et si ça foire, ça va se passer mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié avec les vendeurs, je leur ai filé 25 000 balles d'indemnisation, et je suis reparti la queue entre les jambes. Donc j'y ai laissé à peu près 30 000 euros. J'ai fait toute une vidéo d'ailleurs à ce sujet cette année, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais ça arrive, et c'est pas très grave, puisque dans le tas de toutes les opérations de marchand de biens qu'on fait, il y en a toujours qui foirent. Il faut essayer d'en avoir le moins possible, mais dans le contexte actuel, c'est pas si alarmant. Et la deuxième, c'est une opération classique de division sur laquelle il y a une maison avec un grand terrain. Je fais un permis d'aménager et je détache 2 terrains à bâtir. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est pas une des opérations les plus passionnantes. Opération de marchand de biens, tout à fait tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai aussi pas mal de projets qui sont dans les tuyaux avec des partenariats qui sont mis en place. Partenaire au niveau national, maintenant je vais chercher des opérations un petit peu partout. Sachez aussi que moi je cherche toujours des opérations, donc si jamais vous êtes apporteur d'affaires, si vous voyez des opérations passer, vous êtes agent IMO, vous avez des bons dossiers, moi je peux me positionner assez rapidement sur les opérations, sans condition de financement, vous proposer des réitérations qui sont rapides et sécurisantes pour vos clients, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des dossiers intéressants. On vous permettra aussi de grandir au niveau exposition, image et notoriété, puisque vous pouvez passer après sur les différents réseaux, que ce soit LinkedIn ou autre, et puis bien sûr récupérer les mandats de vente à la sortie. Et si vous êtes simple entre guillemets apporteur d'affaires, eh bien vous pouvez récupérer une belle commission au passage. En tout cas, la partie marchand, j'ai un petit peu levé le pied. Je me suis concentré par contre sur la partie financement, où là maintenant j'ai plus, on va dire plus d'appétence et plus d'intérêt à aller accompagner des marchands qui sont en lancement ou en développement, et à aller les accompagner non seulement sur la partie financement, mais aussi sur la partie opérationnelle. C'est-à-dire que là-dessus, on fait vraiment plus du mentorat, et c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, et pas juste aller faire de l'opérationnel de marchand de biens, à aller... alors moi, la partie visite et étude de faisabilité, j'adore, mais après, toute la partie opérationnelle, ça me gonfle, ça m'intéresse pas beaucoup. Et par contre, aller accompagner des marchands qui se développent, ça, c'est quelque chose qui me passionne, et c'est la raison pour laquelle j'ai plus mis l'accent là-dessus cette année. Mais en 2026, je vais vouloir très sérieusement aller mettre un coup d'accélérateur sur la partie marchand de biens. Et maintenant, je vais passer avec vous, c'est le moment brutal, le moment guillotine, pendant lequel je vais passer en revue les objectifs que je m'étais fixés en début 2025. Donc là, je vais reprendre tout simplement la liste des objectifs que je m'étais fixés début 2025, et je vais voir si je les ai réussis ou si ça a échoué. Alors, je suis allé imprimer mes pages d'objectifs 2025, et là, je fais à chaque fin d'année, je fais cet exercice de récupérer. Alors je les mets au propre parce que sinon après je les ai sur du truc, mais à force de les avoir tripotés, ils sont défoncés. Je fais cet exercice qui est un exercice de brutale honnêteté avec soi-même, de dire je prends chaque objectif et je mets ou une croix rouge ou un petit tic comme ça vert pour voir si je les ai remplis ou pas. Et ce que je fais après avoir fait ça, c'est que j'en fais une photo et je les mets à la fin de mon album de l'année. Chaque année, je me fais un album de l'année, donc je vais récupérer les photos de tout ce qui a été un petit peu signifiant pour moi pendant l'année, des choses positives, mais aussi des choses négatives, des belles rencontres que j'ai faites, ou des lieux, des lieux que j'ai appréciés, ou des bons trucs que j'ai bouffés. Je me fais un petit album photo de l'année, et aussi à la fin de cet album photo, je fais un bilan de mon année dans lequel je mets les objectifs de l'année précédente. Et c'est toujours très intéressant d'aller faire un petit peu d'archéologie, puisque je fais ça depuis 2020, et d'aller regarder les objectifs des années précédentes. Ça permet aussi de voir que ce sujet des objectifs, il est vraiment capital, et il est moteur, et il permet véritablement d'avoir du résultat. Et là, le truc que je vous montre, là, donc ce truc d'objectif, c'est le tableau sur lequel on va bosser ensemble le 13 janvier. Donc c'est la méthode qui m'aide moi à faire énormément de choses pendant mon année, et à garder mon cap. Donc
venez, le 13 janvier, ça va être intéressant. Objectif déjà, retirer de la charge mentale. Donc là, clairement, c'est un objectif qui a été atteint avec le système que j'ai mis en place et dont je vous ai parlé. Je m'étais mis me former à la gestion de projet. J'ai partiellement échoué, mais je me suis lancé là-dedans, j'ai lu un ou deux bouquins, j'ai essayé de suivre une ou deux formations, mais franchement, ça me gave. Je suis pas un bon gestionnaire de projet. Alors quand même, un chef d'entreprise est un gestionnaire de projet et un marchand de biens est un gestionnaire de projet. Donc on peut pas se permettre de se dire ah non, moi je suis un mauvais gestionnaire de projet et puis ni koumouk. Il faut essayer de s'améliorer dans les points sur lesquels on est un peu défaillant ou faible, et là c'est mon cas. J'ai pas bien réussi à me former à la gestion de projet, mais j'ai essayé, je ne désespère pas, il faut juste que je trouve le bon moyen. Si vous avez des refs, d'ailleurs, je suis preneur, mettez-les en commentaire. Je devais aussi recruter un assistant personnel ou une assistante personnelle à Lyon. Et là, ça a été un flop général parce que j'ai essayé par moi-même, j'ai pas trouvé le bon candidat. Je suis passé par un recruteur qui m'a pris de l'argent et qui a été nul. Et donc, c'était un peu l'échec de mon année, et je sens que c'est un des trucs qui me bloque aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même et que je voudrais déléguer, sauf que j'ai pas la bonne personne à Lyon pour pouvoir le faire. Alors c'est sur des tâches qui sont parfois très simples et parfois sur des tâches assez complexes, et en IMO et dans des trucs perso. Alors je jette une petite bouteille à la mer. Si vous connaissez une personne fiable, honnête, débrouillarde et qui cherche une petite activité complémentaire sur Lyon ou en région lyonnaise, eh ben n'hésitez pas à nous écrire à contact@mdb-academy.fr. Ensuite, je m'étais noté de prioriser et déléguer la gestion de mes tâches à faible valeur ajoutée. C'est pas trop mal réussi. Je me suis créé une tâche récurrente dans mon Notion, justement, dans mon espace Notion, qui vient me dire fais un tri des tâches. Donc là, je les priorise, et alors il y a des tâches parfois que je supprime, qui traînent depuis un moment. Je me dis mais en fait ça, j'ai pas besoin de le faire, c'est de la merde et ça apporte rien. Et il y a des tâches que je peux déléguer, il y a des tâches que je peux repousser à plus tard, ou alors des tâches que je dois exécuter là, maintenant, tout de suite, et je le fais. Donc ça, je dirais que c'est plutôt réussi. Pas totalement réussi, mais plutôt réussi. Je devais ensuite ou faire un chantier participatif, ou faire du woofing. Et ben c'est réussi, parce que je suis allé faire le woofing dans l'abbaye dont je vous ai parlé. Je devais aussi faire un stage d'apnée avec les dauphins. Donc ça, j'ai une pote, Corinne, que je salue au passage, qui m'a parlé de ce concept d'aller faire un stage d'apnée avec des dauphins. Alors il y en a un peu partout, mais celui-ci c'était en Égypte. Je devais aller le faire en octobre, et puis j'ai mon pote qui m'a appelé pour aller faire sa connerie de trek en Albanie, mais je vais le faire en 2026. Je devais aussi amorcer l'écriture de mon prochain livre, parce que j'ai 2 livres dans les tuyaux que j'ai vraiment envie de faire, un qui est sur l'immobilier et un qui est plus un livre dev perso, on va dire, et que je voulais vraiment mettre en place, et je l'ai pas fait. Alors j'ai mis en place les fondations, mais j'ai pas du tout réservé le temps nécessaire, donc ça c'est pas fait. Au fait, pour le livre Devenir marchand de biens, là il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question, combien de temps ça m'a pris de l'écrire? Le processus de mise en place du squelette du livre, de sa trame, on va dire, ça m'a pris quelques mois, mais c'est pas des mois où je travaillais dessus sans arrêt, hein. C'était 1 heure par-ci, 1 heure par-là, de réfléchir à la trame, d'y revenir, etc. Bon, bref, d'itérer un petit peu sur la trame. Et après, à partir du moment où j'ai eu la trame, je me suis dit, allez, maintenant, il faut écrire. Ça m'a pris environ entre 4 et 6 mois, à raison d'une moyenne de 3 heures par jour. 5 jours sur 7. Ça m'a pris à peu près ce temps-là, parce qu'il y a aussi après des relectures, etc. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Il faut le prioriser, et si on le priorise pas, c'est comme toute chose, hein. Les choses qu'on priorise pas, elles n'arrivent pas. Je devais aussi devenir plus bleu. C'était un objectif que je m'étais fixé. Alors là, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors pour ceux qui sont déjà dans notre programme d'accompagnement ou qui connaissent la méthode du DISC, c'est un test de personnalité. Il y a les rouges, les bleus, les verts et les jaunes, avec des tempéraments, plus les empathiques, ceux qui sont sociables, ceux qui sont plus les fonceurs, et puis les gens qui sont plus les analystes, les analytiques. Et moi, je suis très rouge. J'ai 24 rouges sur 25. Ça veut dire profil très fonceur, profil très entreprenant, etc. Très bien. Sauf que profil qui fait pas attention aux détails, et donc qui fait des conneries, et qui peuvent parfois coûter très cher. Je me suis dit, là, vu ce qui est en train de se produire dans ma vie, il faut que je devienne plus bleu. Je pense que notre personnalité, ce sera le sujet aussi du livre de Dev Perso dont je vous ai parlé à l'instant, c'est jamais figé. C'est pas genre je suis né comme ceci, ou j'ai été constitué comme cela, ou j'ai été élevé comme ça, et puis maintenant je peux plus me changer. C'est pas genre t'as un moule et puis après c'est terminé, et puis tu ne peux pas en changer. S'il y a une chose qui ne te plaît pas, tu peux en changer. Si des traits de ta personnalité ne servent pas tes intérêts, tu peux aussi décider d'en changer. Alors tu ne te transformeras pas nécessairement du tout au tout, mais en tout cas tu peux choisir d'aller développer certaines caractéristiques, et c'est exactement ce que j'ai choisi de faire. Et vous savez, dans les critères de succès, parce que moi j'ai l'objectif et à côté j'ai le critère de succès, je me suis marqué, je suis plus attentif aux détails, je planifie les choses avant de les faire avancer,
je finis ce que je commence. Parce que j'ai un vilain travers de pas toujours terminer ce que je commence. Alors c'est un processus de transformation, donc c'est un processus qui va se faire sur des années. Donc là c'est plutôt en bonne voie. J'ai réalisé en fait que ça allait être nécessaire pour pouvoir bien asseoir les sociétés, pouvoir bien asseoir le groupe que je suis en train de mettre en place, parce que impulser les idées, impulser des trucs et lancer des nouveaux projets, là il n'y a pas de problème, je suis partant, je suis toujours là pour le faire. Mais ensuite quand il faut gérer, quand il faut bien planifier, etc., bah, je suis pas bon. Et ça me cause beaucoup de tort et ça me coûte beaucoup d'énergie. Ensuite, je me suis marqué que je voulais ritualiser les activités physiques parce que bah, j'ai passé la quarantaine l'année dernière et donc j'ai pas envie de devenir une grosse patate et d'être une épave qui à 50 ans ne peut plus bouger, et donc je voulais et puis aussi j'ai des soucis de sommeil, je suis quelqu'un de stressé, d'anxieux, etc. J'ai pas envie de ça dans ma vie et donc je me suis dit que ritualiser de l'activité physique ça allait être quelque chose de très bon pour moi. Et le critère de succès c'était tout simplement d'avoir fixé des créneaux dans mon agenda que je respecte, dans lesquels et ben il y a sport et puis point barre. Donc oui, ça je le fais. Je fais du squash, je fais de la natation, je fais un peu de muscu, poids du corps à la maison, ce genre de choses. Je fais du yoga aussi. J'ai commencé le yoga et c'est trop bien. Franchement, si vous êtes une personne un peu stressée, machin truc, allez faire du yoga, ça va vous changer la vie. C'est franchement génial. Ma séance de yoga par semaine, je peux plus y renoncer. J'avais aussi noté que je voulais continuer mon évolution vis-à-vis de l'argent. Je vous en ai parlé dans cette vidéo, dans cet épisode. Mon rapport à l'argent, il n'était pas du tout apaisé. Et c'est un travail de tous les jours. Et là, maintenant, j'ai lu tous les bouquins qui existent, fait les stages qui existent pour les trucs sur l'argent. Donc, je sais plus trop vers qui me tourner. Si vous avez des bonnes références, n'hésitez pas à m'en parler. Ne me dites pas Christian Junod, parce que je connais, j'ai lu et je suis allé à son stage. Si vous avez des refs, même à l'étranger, je suis preneur pour continuer de développer son rapport à l'argent. Ensuite, la MDB Academy. Donc, je m'étais marqué l'objectif, doubler les ventes par rapport à l'année précédente. On l'a pas fait sur l'année civile. Par contre, sur l'exercice comptable, on est en train d'y arriver. Puis on est en train de doubler notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc là-dessus, c'est super positif. J'avais aussi marqué pousser les ventes du livre et critère de succès, j'ai vendu au moins 3000 exemplaires en 2025. Objectif atteint, encore une fois, merci à tous. La puissance des objectifs et la puissance d'avoir une liste d'objectifs écrits, c'est que quand on est seul, quand on est entrepreneur et qu'on travaille seul, de chez soi ou ailleurs, on peut avoir tendance à se dire, on se lève le matin et c'est vertigineux. On se dit, oulala, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai tellement de choses à faire, ou par où est-ce que je prends le bazar? Et le fait d'avoir cette liste-là, ça permet de dire, attends, il y a ça comme objectif, donc boum. Et l'objectif des 3000 livres, je l'avais sous les yeux tous les jours, et donc sans arrêt, on mettait en place des actions qui nous permettaient d'aller toujours pousser plus, d'aller pousser les ventes, d'aller lui donner plus de visibilité. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année, un objectif finit par se réaliser. C'est pas juste la loi de l'attraction et demander à l'univers qu'il vous fasse des bonnes choses pour vous. C'est dire, j'ai un objectif, je mets un plan d'action en place, je l'exécute du mieux que je peux, et à la fin, je vois ce qui s'est passé. Je m'étais aussi noté d'avancer, continuer de progresser sur la structuration de l'entreprise. Et là-dessus, j'ai fait venir un DAF externalisé à qui j'ai demandé un audit. Un DAF, c'est un directeur administratif et financier. Auditer et repérer toutes les problématiques que pouvait avoir l'entreprise, donc ce qui nous a permis d'aller apporter aussi des petites actions correctives. Je voulais refondre intégralement la formation présentielle. Nous, on fait des formations présentielles plusieurs fois par an sur 4 jours pour les gens qui veulent devenir marchands. Et j'avais envie d'améliorer le contenu, qu'on continue d'être très bon, qu'on continue d'être les meilleurs sur ce sujet. Donc on a refait tout le contenu, refait tous les livrets, et cette formation a toujours autant de succès et surtout des taux de satisfaction qui explosent tout. Parce qu'en gros, on a 100% de taux de satisfaction sur notre formation présentielle. Donc là aussi, merci à tous pour votre confiance. Et si vous voulez, sur une formation, n'hésitez pas à venir. 4 jours, on aura le plaisir de vous accueillir. J'avais aussi je voulais vendre un certain nombre de formations sur la rénovation énergétique, et là-dessus, ça n'a pas marché. Pour une raison qui m'échappe, mais pour l'instant, cet objectif n'a pas du tout été atteint. Au niveau immobilier, maintenant, je devais faire le business plan, en tout cas le prévisionnel pour le centre de formation et obtenir le financement. C'est chose faite. Je devais aussi concrétiser l'opération à un certain endroit. Bref, c'était l'opération à Lyon qui a foiré, dont je vous ai parlé. Donc là, pour le coup, ça s'est pas bien passé et ça a merdé. Je devais évacuer le sujet de l'ancienne maison, l'ancienne résidence principale dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est en bonne voie d'évacuation puisque le chantier se termine. Maintenant, il reste plus qu'à la vendre. Je devais aussi concrétiser le chantier de ma résidence principale. Et là, c'est chose faite. Et sur mon autre opération de marchand de biens, je devais la concrétiser. Donc je m'étais marqué, par exemple, la prochaine étape, valider le rendez-vous avec la mairie. Donc j'avais rencontré la mairie, j'avais validé la faisabilité, j'ai obtenu le permis d'aménager,
et maintenant je devrais acheter courant 2026. Sur les autres activités professionnelles, je m'étais noté de faire réussir l'entreprise Nemera avec un certain nombre de clients signés. On n'a pas atteint le nombre de clients signés, mais tout de même, on a traversé des challenges, alors des challenges internes de structuration, de communication, parce que commencer à bosser avec un nouvel associé, c'est pas toujours évident. Moi, je sais que je suis pas une personne facile avec laquelle collaborer, mais on a traversé les challenges et là, on commence à voir vraiment des gros dossiers qui commencent à arriver, des marchands vraiment costauds. Là, on a financé un dossier à plus de 2 millions, enfin, on finance un dossier à plus de 2 millions d'euros avec Nemera, donc c'est quelque chose de... Là, on a vraiment des perspectives qui sont plutôt positives et plutôt enthousiasmantes pour l'avenir. Donc même si j'ai pas atteint le résultat que je m'étais noté, au moins on est sur des très bonnes perspectives. Je vais tester aussi l'organisme de formation qui s'appelle Aristea, celui qui forme les élus locaux, dont je vous ai parlé plus tôt. Et là-dessus, pour l'instant c'est un flop, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas du tout fonctionné. Et je devais aussi structurer la boîte Antares, qui est à la fois ma boîte de marchand et celle qui fait de la prise de participation dans les opérations. C'est plutôt réussi, je dis plutôt parce que pas tout à fait, et j'ai pas accompagné autant de personnes que j'aurais voulu. Et là encore une fois, les amis, il y a beaucoup plus d'argent disponible qu'il n'y a de dossiers. Pour info, j'ai des millions d'euros d'intentions d'investissement de personnes qui m'ont écrit, donc là, et qui m'ont dit voilà, moi c'est ça mes coordonnées, je suis prêt à mettre tant. Donc j'ai des millions d'euros d'intentions d'investissement. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de dossiers en face. C'est structuré, mais pas financé assez de dossiers, puisque la plupart des dossiers qui nous ont été envoyés n'étaient tout simplement pas assez qualitatifs. Je devais aussi, alors ça c'est dans la partie finance, je devais aussi améliorer la gestion de mes finances pro et perso. Et parce que, comme je vous le dis, moi je suis quelqu'un d'assez de base, mais j'étais plutôt bordélique, et ça me cause beaucoup d'anxiété, et j'ai pas toujours ce réflexe d'aller vérifier tout dans le détail. Donc là, je me suis mis une tâche récurrente tous les mois avec mon process de compta, d'aller éplucher tous les comptes, faire des tableaux de trésor, faire des prévisionnels, faire toutes ces choses-là. Alors, c'est pas passionnant, c'est un peu la journée, c'est un peu l'hygiène, quoi. Enfin, quand tu te brosses les dents, tu te demandes pas si c'est intéressant ou pas, tu le fais puis pointe à la ligne. C'est exactement pareil, c'est ma journée hygiène financière où je fais le tour de tous les comptes, je fais le tour de toute la trésor, des prévisionnels et tout, pour voir où j'en suis, et ça me permet de vachement mieux dormir. Donc, je suis ce process étape par étape, et ma vie n'en est que mieux. Je vous remercie pour votre attention. On est arrivé quasiment au terme de cet épisode. La conclusion sur cette année, c'est que la vie a été plutôt chouette, et c'est une belle année 2025 dans laquelle il y a eu énormément de projets. Il y a eu des échecs, mais il y a eu des réussites. En tout cas, il y a eu de la progression, il y a eu des leçons qui ont été apprises. Je voudrais vous remercier tous qui êtes en train encore de regarder cette vidéo ou écouter cet épisode, puisque vous avez très largement participé au succès de ces différentes entreprises, et je vous transmets par ce message, je vous transmets ma gratitude. Je remercie aussi toutes les personnes qui bossent autour de ces entreprises, que ce soit des associés, des salariés ou des prestataires, la team de la MDB Academy. Je vous remercie tous de parcourir ce chemin avec moi et d'avoir participé très activement à la construction de toutes ces réussites, et j'espère vous revoir très nombreux en 2026 pour de nouvelles aventures immobilières et entrepreneuriales, et je vous dis à la prochaine. Peut-on encore devenir marchand de biens en 2026 ? Quelles sont les perspectives qui nous attendent pour cette année ? Dans le contexte présent, il va falloir être meilleur. Il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Il va falloir que vous soyez hyper pro. Que ce soit en 2026, 2027 ou 2028, le meilleur moment pour te lancer, ce sera le moment où tu auras décidé de mettre en place les actions qui t'amèneront à la réussite.